Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, toujours dans cette chaleur parisienne, dans cette canicule, dans ces Jeux olympiques qui se poursuivent. Donc, on a quand même de très belles journées. Il y a une magnifique énergie ici en France. On revient aussi sur cette histoire de l'eau, de la Seine. Vous saviez, je vous en ai parlé, on en parle beaucoup dans les médias. C'était un symbole pour la ville de Paris de se dire on a investi, le pays a investi 1,4 milliard de dollars, même plus, pour assainir la Seine. Et donc, il y avait vraiment des interrogations à savoir est-ce qu'on va pouvoir plonger dedans. Finalement, le triathlon qui avait été reporté en raison de la mauvaise qualité de l'eau, eh bien, hier, les athlètes ont pu plonger. Mais dans les médias français, il y a eu quelques articles qui sont sortis. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous invite à regarder dans le Journal de Montréal. On en parle également. En fait, au Québec, c'est vraiment là qu'on en parle. Est-ce qu'on nous a véritablement tout dit sur cette fameuse qualité de l'eau? Est-ce que c'était véritablement là, sans problème, tout va bien? Ben, il semble qu'on reproche un certain manque de transparence de la part des autorités. Pourquoi? Parce que le dernier rapport de la qualité de l'eau est arrivé en fait, datait de 3h20 du matin et il y a plu après. À partir de 4 heures du matin, il y a plu avant le triathlon et souvent, c'est quand il y a des fortes pluies, ça peut affecter la qualité de l'eau du fleuve à Paris. Et dans ce cas-ci, on n'a pas eu finalement les échantillonnages après. Alors bref, les athlètes ont quand même plongé. On sait que c'était très, très important là, pour la ville, pour les officiels de dire oui, on est capable, on peut le faire. Mais est-ce que l'eau, elle est finalement, comme les relevés dataient de 3 heures du matin, 3h20 et non de 8 heures le matin, il y a quand même un certain, certains doutes, certaines interrogations qui subsistent. Donc, je vous invite à lire l'article dans le Journal de Montréal ce matin et il y avait un article aussi intéressant dans Le Monde sur ce sujet. Aussi, toujours en ce qui a trait aux Jeux olympiques, messieurs les caméramans qui sont présents aux Olympiques, auriez-vous des biais inconscients? Seriez-vous atteints par ce qu'on appelle le male gaze? Vous savez, cette façon de filmer les femmes. Le male gaze, on a souvent entendu parler de ça au cinéma, où c'était finalement des hommes qui contrôlaient le cinéma pendant des décennies. Et le regard qu'il portait sur les femmes, ben, c'était fait par les hommes pour les hommes. Le male gaze, c'est une façon aussi de sexualiser le corps des femmes. Eh ben, je vous dirais qu'ici, l'OBS, le Olympic Broadcasting Service, a quand même envoyé son mémo parce qu'il a dit messieurs les caméramans, ou enfin les caméramans, faites attention, vous pouvez avoir des biais inconscients et filmer les athlètes féminines de façon sexiste. Alors, le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Paris 2024, donc l'OBS, dont celui que je vous parlais, le Olympic Broadcasting Service, a demandé aux cadreurs de filmer tous les athlètes de la même manière, quel que soit leur genre, parce que faut faire très attention justement. Semble-t-il qu'il y a peut-être des petits biais et on regarde pas le corps des femmes de la même façon. Alors, certains vont dire qu'est-ce que c'est que ça? C'est du puritanisme, alors que d'autres vont dire non, au contraire, on veut éviter le sexisme. Enfin, donc ça, on parle notamment de ça pour ce qui est des Jeux olympiques. Et aujourd'hui, on aura la chance de parler à Émilie Emmens, qui est vraiment cette ex-championne olympique. On veut savoir son regard sur les Olympiques, donc on va lui parler tout à l'heure. Et sur une note un petit peu plus, en fait, sur une note beaucoup plus grave ou sérieuse à tout le moins, j'attire votre attention. C'est dans un article de Radio-Canada hier, où on apprend que la GRC dit avoir vraiment, en fait, la GRC a réussi un coup de filet. Elle a déjoué, imaginez-vous, un projet d'attentat terroriste islamiste à Toronto. On dirait qu'on en parle moins parce que, bon, on est dans la frénésie des Jeux olympiques, c'est l'été, mais je trouvais très important quand même de le soulever, c'est pas rien.
Ils ont annoncé ça, donc, hier à Newmarket, l'arrestation de 2 personnes, donc 2 individus, un père et son fils, parce qu'ils étaient là, soupçonnés d'être engagés dans des activités terroristes du groupe armé État islamique, Daesh. Et donc, ça a été finalement vraiment cette enquête-là qui a duré un certain temps. Après 1 mois d'enquête, on dit que la GRC a permis ce coup de filet. Les 2 individus, donc les 2 suspects qui ont été arrêtés, Ahmed Fouad Mostafa El Didi, 62 ans, et son fils de 26 ans, Mostafa El Didi, tous les 2 des citoyens canadiens de Toronto. Et ce qu'a dit le commissaire adjoint de la GRC, Matt Peggs, il dit que l'attentat qu'ils auraient planifié à Toronto, ben maintenant, en tout cas, ça a été déjoué, donc il n'y a plus de menaces là, pour le public. Et il préparait, en fait, il fomentait une attaque là, terroriste à un stade. En fait, l'attaque qui était le plan qui était projeté, c'était à un stade quand même avancé. Ça devait se produire au mois de juillet. Donc, quand même une nouvelle, je trouve que c'est important de se rappeler une chance que il y a les renseignements qui sont là, qui ont pu faire le travail, parce que malheureusement, il y a encore des personnes mal intentionnées, il y a encore du terrorisme, des personnes des menaces terroristes en fait, et c'est ce qu'on observe. Et d'ailleurs, je fais juste un petit parallèle. Vous savez, en France, ça a été vraiment salué parce que les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture, il y avait ces menaces quand même terroristes en France, de sécuriser toute cette zone, particulièrement la cérémonie d'ouverture, il y avait un enjeu particulier parce qu'il y avait plusieurs kilomètres tout au long de la Seine à sécuriser. Donc, on peut imaginer pourquoi il y a eu toutes ces façons là, de faire de la sécurité, ces barrières qui ont été érigées. Et en octobre dernier, imaginez-vous, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit qu'en 5 ans, là, depuis qu'il était ministre, il dit qu'il y avait, donc il y a cette menace islamiste qui est extrêmement importante, et 43, en France, 43 attentats islamistes ont été déjoués, disait-il, donc un tous les mois et demi. 1500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l'apologie du terrorisme, des préparations d'attentats depuis 5 ans. Et il y a 6500 personnes par an qui mettent en France comme ça sous technique de renseignement, nous disait Gérald Darmanin l'automne dernier. Et en ce qui concerne, disait-il aussi, le traitement d'étrangers menaçant l'ordre public, il y en a 489 qui sont encore sur le territoire français, dont plus de la moitié en prison. L'autre moitié, disait-il, là, sont en centre soit de rétention administrative, soit assignés à résidence, soit qu'ils sont ce qu'il appelle en contentieux avec la justice. Donc, il y a cette menace qui est présente, qui est toujours présente en France, et on voit à quel point les services de renseignement, les services de sécurité, les forces de l'ordre qui ont été déployées en France pour s'assurer que tout se passe bien, qu'on soit dans la joie, dans l'allégresse, qu'on ne sente pas justement tout ça, qu'on soit plutôt dans le plaisir. Alors moi, je dis vraiment chapeau aux forces de l'ordre ici en France qui ont réussi là, ce grand pari de sécuriser Paris. Bienvenue à Cube.